Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des Dévalideuses. Je crois que j'entends mon... Je m'entends chez quelqu'un, je crois. J'ai baissé, c'est Ah, peut-être ok. ça. Ok, C'est ça bon? marche. Ouais, ouais, c'est bon. Ah, Merci. Eh ben, bienvenue à tous et à toutes. Donc ce soir, on va parler de la mobilisation sociale qui est en cours et un peu donner une perspective antivalidiste à toutes ces revendications, comme on l'a déjà fait dans un communiqué. Donc, on est là pour en parler de vive voix avec Lydie et Nadia. Je vous laisse vous présenter si vous voulez. vas-y Nadia. Ok, donc Nadia, membre de la coordo des valideuses depuis 2 ans et voilà, sexologue par ailleurs, engagée euh, voilà, et militante sur les questions d'antivalidisme et je suis ravie d'être là ce soir avec vous pour parler de cette, de cette action. C'est la première fois que tu viens sur la chaîne des Dévalideuses en live, non? C'est la troisième fois, mais ça fait comme si c'était la première. J'ai le Ah, même inconfort. ah oui, t'étais là pour ma voix, mon choix. Ouais. Et ok, je me rappelle plus l'autre, désolée. J'ai vraiment des gros problèmes de mémoire. Mais en tout cas, Euh, c'est très cool de t'avoir ce soir. Et ben vas-y, Lydie, si tu veux te présenter aussi. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Lydie et comme Nadia, ça fait 2 ans que je fais partie de la Cordo. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je suis élue à Ivry, dans la majorité municipale de gauche. Et sinon, je travaille sur les politiques aussi destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Voilà. Et sinon, j'aime bien allier les luttes queer, crip et antispécistes. Voilà. Cool, merci. Je me présente aussi rapidement, du coup, moi c'est Clem. Je vous mets la petite commande qui devrait marcher. Je suis aussi dans la coordination des dévalideuses depuis 2021-2022 à peu près. Et je fais pas mal de trucs, dont l'animation de la chaîne Twitch. Et j'ai aussi une chaîne Twitch personnelle où je fais des tests d'accessibilité de jeux vidéo. Voilà, vous avez le lien dans le chat si jamais. Et bonsoir tout le monde dans le chat. Merci d'être là. Et ben, on va commencer du coup, hein. Par quel sujet piquant on commence? Tout le monde est De intimidé. bouche bée. Moi, je pense qu'on peut commencer par la liste de toutes les mesures eugénistes contre les handicapés, les malades que le gouvernement a menées dans les derniers mois. Parce que c'était un peu aussi un focus de notre communiqué. Je vais vous remettre le lien vers le communiqué d'ailleurs dans le chat. Hop. Ouais, je sais pas si une de vous veut en parler. Vas-y, Lydie. Je commence. Ce qu'on dénonce en fait, c'est de manière générale la destruction des services publics qui fragilisent les personnes les plus précaires, dont font partie les personnes handicapées. Et même là, si on a un nouveau ministre, mais ça va être pire. Enfin, c'est Sébastien Lecornu, c'est quand même un proche d'Emmanuel Macron qui vient de LR, donc on ne peut pas espérer d'amélioration. Mais en tout cas, le budget qui était proposé pour 2026 par François Bayrou, c'était un projet d'austérité. Et en dehors de ça, enfin, nous, avec les dévalideuses, on s'est beaucoup mobilisé aussi autour de contre la légalisation de l'euthanasie qu'on appelle suicide assisté et qui est très, très dangereux dans ce contexte de précarisation, de non-accès aux soins et, euh, et d'humiliation aussi.
Et nous, notre slogan, c'est on ne peut pas avoir de vie, une vie digne d'abord, avant tout. Et, pendant tout quand ce projet de loi a été débattu à l'Assemblée nationale, c'est vrai c'était assez difficile pour les personnes malades, pour les personnes handicapées, d'entendre cette petite musique comme quoi nos vies ne valaient pas la peine d'être vécues. Comme quoi, la société aussi nous considère comme un fardeau et ce qui se passe aussi par exemple, dans le cadre du projet là qui était proposé en 2026 sur la baisse des remboursements, le doublement, des franchises médicales, tout ça il faut mettre en lien en fait avec ce ce projet autour de. Oh là là, je suis fatiguée. Ouais, C'est ce une projet de loi sur la fin de vie, idée, en fait. désolée. T'inquiète, prends ton temps. Hein. J'ai Pas de pression du tout. un examen et j'ai mes petites notes à côté. Mais non, c'est pas du C'est tout le horrible. but de Twitch en plus. C'est plutôt ambiance tisane, goûter, Ouais, tu ok. vois. Pas, D'accord. on va se mettre la pression. Hein. Y a personne qui va venir te taper sur les doigts si, si tu dis pas la bonne chose. Hein. Prends ton temps. Vas-y Nadia, je te laisse continuer. Ouais, c'est vraiment, en fait, il y a eu toute cette pression en fait qui a été mise déjà dès le départ des discussions autour du projet de loi fin de vie, avec toute une période où nos interlocuteurs en fait n'ont pas arrêté de nous dire qu'on était complètement parano, que ça allait pas du tout toucher la vie des personnes handicapées, ça touchait que des personnes malades en fin de vie, tout ça. Et en fait, avec toutes les autres organisations antivalidistes, ça fait un bout de temps qu'on voit le truc venir un peu gros comme une maison, que ça va être très très large en fait. Et effectivement, quand le texte qui a été voté le 27 mai était effectivement beaucoup plus large que ce qu'on nous avait laissé. Enfin, c'est même pas ce qu'on nous avait laissé entendre, mais ce qu'on nous avait objecté en nous disant qu'on était complètement paranoïaque. Et en fait, ce qu'on voit, c'est juste que non seulement on avait raison, nos peurs étaient fondées dès le départ, mais en plus, il y a eu une forme de cynisme et, comment dire, une vraie forme de cynisme où déjà, une semaine après le passage de la loi à l'Assemblée nationale, tout de suite, les autres mesures de déremboursement des affections longue durée, donc des ALD, sont arrivées et ça a fait qu'empirer avec maintenant ce budget qui continue de mettre à terre tout un système de santé qui va déjà très très mal, quoi. Ouais. Et du coup, pour rappel, on a les ALD qui sont remises en cause. On a une annonce de gel des aides sociales telles que l'AH, les PCH dans les prochaines années ou l'année prochaine. L'AH qui est actuellement au seuil de pauvreté, donc 1 000 €, même moins pour certaines personnes. On a le déremboursement des visites médicales et le doublement à nouveau de la franchise médicale, c'est-à-dire que quand vous allez en pharmacie et que vous payez des médicaments, il y a toujours une part à votre poche et donc vous ne le voyez pas forcément à ce moment-là. Mais par contre, si vous allez chez un spécialiste comme un dentiste ou un autre spécialiste, vous allez avoir tout qui va être retoqué sur vos finances d'un coup. Donc en fait, ça s'accumule un peu en arrière-plan et puis ça vous retombera dessus plus tard. Et ces franchises-là vont être doublées sur les transports médicaux, sur les visites chez le médecin, sur quand on va chercher des médicaments à la pharmacie. Et puis j'en oublie, il y a encore d'autres joyeusetés. L'AME, déjà. Voilà, l'AME. Ouais. Vas-y. Non, vas-y, parle-en, Nadia. Non, mais enfin voilà, ces mesures sur l'AME, c'est assez terrible parce que donc cette aide médicale d'État, c'est vraiment quelque chose qui est très important, en termes de santé publique, déjà de santé individuelle pour les personnes concernées, mais c'est aussi un enjeu de santé publique. Et le fait de toucher à l'AME, c'est vraiment quelque chose
je trouve qui est à la fois déshumanisant, profondément raciste et profondément validiste également. Et voilà, c'est tout un ensemble en fait qui non seulement va chercher de l'argent là où il n'y a pas à aller le chercher sur des choses qui sont juste du enfin voilà, on est dans un pays dont au fronton de toutes les mairies écrit liberté, égalité, fraternité. Ce truc de fraternité et de prendre soin les uns des autres, c'est quand même une valeur qu'on peut s'imaginer partager. Et en fait, on va aller taper là-dedans pour chercher des sous, alors qu'il y a largement d'autres endroits où aller les chercher. Mais c'est vrai que cette petite phrase disant que les malades devaient faire un effort et participer à l'effort de la nation. Enfin, c'est vraiment incroyable d'aller chercher à cet endroit-là. Et en tapant sur l'AME, on va vraiment en plus chercher chez les plus précaires, les personnes qui ont des besoins de soins. Et encore une fois, il y a des vraies questions de santé publique qui se posent derrière, qui vont coûter 10 fois plus cher après. Et par rapport à ça, c'est quelque chose qui est vraiment plutôt bien documenté en termes de santé publique. Oui, et c'est dans la continuité de la casse qu'il y a au niveau des hôpitaux et du système de santé de façon générale. Pour la loi fin de vie aussi, on disait oui, il n'y a pas de centre de soins palliatifs, donc les gens n'ont pas le choix, ils vont devoir choisir le suicide assisté, mais c'est aussi un choix gouvernemental de fermer les centres de soins palliatifs, de ne pas en ouvrir des nouveaux, et en fait de casser le système de santé pour proposer... En fait, c'est vraiment horrible, mais quand on parle des délais des MDPH, des délais pour aller dans des centres de la douleur, etc., et du coût que ça peut avoir, ça sera plus facile de demander le suicide assisté que de faire ces démarches-là. Et c'est vraiment une politique 100% eugéniste. C'est juste dégueulasse, quoi. Oui, puis c'est d'autant plus hypocrite parce que Emmanuel Macron disait de faire de la santé mentale une de ses priorités. Et en fait, toutes ces casses-là, en fait, ont un impact sur la santé mentale. En fait, les violences administratives et aussi le validisme systémique que les personnes handicapées vivent et aussi les personnes qui sont à la fois handi et racisés qui subissent le racisme, le classisme, tout ça, en fait, ça a un impact non négligeable en fait sur la santé mentale. Et quand il y a rien de mis en place, en fait. Voilà, personnellement, moi, je sais que j'ai mis des milliers d'euros pour mon suivi psy. Et je me dis, mais je m'estime très, très privilégiée. Et je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas ce privilège-là, en fait. Et c'est effrayant, en fait. Et là aussi, ce qu'il y a, c'est que, et je pense que ça fait partie aussi de pourquoi on vous propose ça ce soir, c'est qu'il y a vraiment cette population qui prend particulièrement cher, là, en ce moment, à la fois de manière directe par rapport à la non-continuité de soins, par rapport au manquement. Comme tu l'as dit, Clem, tout à l'heure, il y a encore 20 départements en France, par exemple, où il n'y a pas de soins palliatifs du tout. Sans compter tout ce qu'on a connu comme casse successive du système de santé. On est en première ligne, on est particulièrement touché et attaqué par la succession de mesures qui a été prise et qui va continuer à être prise, probablement, malheureusement. Et en plus, on fait partie d'une population qui est, pour qui aller manifester, aller dans la rue, ça nous met en danger directement. Et donc, ce soir, pour nous, c'est vraiment important de pouvoir apporter cette contribution, sous cette forme, par exemple, qui nous permet de participer à cet effort de manifestation et de participer à cette expression de ras-le-bol général et de besoin de changement tout en prenant soin de notre santé physique.
Mm. Ah oui, oui, effectivement. Pour habiter sur une terre très très engagée à gauche, à Ivry-sur-Seine, je suis dans plein de boucles et dès 7 heures du matin, il y avait des messages. D'une part, il y a le risque en termes de répression policière que tu évoquais, Nadia, mais il y a aussi ce truc d'être toujours hyper réactif. Enfin, en fait, les personnes changeaient de point de ralliement toutes les demi-heures, par exemple. Un coup, on est à Porte d'Ivry, un coup, on est à Montreuil. Enfin, c'est pas possible en fait pour nous de suivre. Et ouais, donc ça fait du bien d'être là quand même ce soir à l'abri, quand même, tout en Ouais, étant présent. Mm. tout à fait. Et il y a aussi la dimension des violences policières et des violences fascistes Mm. qui font forcément très peur à beaucoup de personnes minorisées. Et enfin, on le sait qu'il y a des débordements de violence. On l'a vu toute la journée. Il y a eu encore eu des exactions de la police, en particulier à Paris. Mm. Mais du coup, enfin, c'est forcément aussi un frein, quoi, pour beaucoup de personnes de sortir dans la rue. Et bah, il y avait quand même aussi eu les suspicions, enfin, pas que des suspicions d'ailleurs, au lancement du mouvement, du fait que c'était vraiment un peu gangréné par le complotisme et des mouvements fascistes. Ce qui a changé depuis parce que ça a été vraiment récupéré par la gauche et que ça s'est auto-organisé autour de groupes de gauche. Mais il y a forcément du coup cette méfiance aussi de est-ce Mm. que je vais aller en manifestation avec des personnes de droite violentes et m'en prendre plein la gueule en fait, en plus des flics quoi. Euh, donc, euh, donc ouais, on essaie de partager avec vous quelques pistes de comment on peut se mobiliser autrement. Je sais pas si vous voulez aborder quelques petites... enfin, voilà. Des tips. Ce qui me vient à la tête, ouais. Déjà, Euh, comment se mobiliser autrement? Ça peut être le fait de participer à l'effort de grève, par exemple. Ça peut être de manière financière, ça peut être de manière gratuite en relayant différentes choses. Ça peut être relayer aussi à la fois des informations par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Ça peut être aussi relayer des informations justement de sécurité pour les manifestants. mm. Ça peut être fait de plein de manières. Ça peut être fait de temps en temps avec les dévalideuses. On propose, et ça a été fait les premières fois à l'initiative de certains membres de l'association, d'avoir un système de porte-voix, en fait, de pouvoir participer avec une personne qui tient notre nom en banderole, de manière à être d'une certaine manière là physiquement. Mm. Tout à Mais fait. il faut surtout pas culpabiliser et se dire je suis un ou une mauvaise militante. Enfin, moi, je sais pour il y a quelques années, en fait, je me forçais à aller en manifestation. Or, c'est hyper dangereux. Enfin, j'ai vraiment mis ma santé et ma vie en danger. Enfin, j'ai la maladie des os de verre, donc si je suis pris dans un mouvement de foule ou si je me retrouve face à des CRS. Enfin, je me rappelle quand j'étais étudiante, il y avait une manif à Rennes, évidemment Rennes, et j'avais demandé à un CRS où je pouvais me mettre pour participer quand même au mouvement tout en étant protégée. Et il m'avait dit, mais à votre place, madame, on manifeste pas. Donc c'est vrai que c'est pas simple en fait bah, d'écouter le creep time, de prendre soin de soi et en même temps de gérer avec la frustration aussi de pas être là aussi avec nos autres camarades. Donc ouais, c'est Carrément. Oui, et à Euh, la fois, il y a vraiment enfin, ouais, cette question de l'invisibilisation en fait, mm, des personnes handies, en fait. Justement, là, aujourd'hui, on a des moyens techniques qui nous permettent de nous faire entendre quand même et de sortir de cette invisibilité, mais il y a vraiment cette difficulté dans l'espace public, déjà dans la vie de tous les jours, sans parler des mm, manifs, avec toutes les questions de non-accessibilité qui sont des questions cruciales. Et encore une fois, la France n'est pas du tout en accord avec les engagements qu'elle a pris, mais d'autant plus dans des contextes de manif où là,
notre invisibilité, elle est structurelle, on va dire, elle est structurellement créée. Là où, en plus, on est directement concerné par tous les problèmes qui ont fait justement voilà, cette manifestation aujourd'hui. Et du coup, j'ai partagé dans le chat un lien vers des caisses de grève que j'ai vu passer sur Blue Sky aujourd'hui. Donc, une autre façon de s'engager, c'est aussi de participer financièrement et de se syndiquer aussi. Ça fait partie de nous, ce qu'on propose comme alternative à la mobilisation sur place. Mais ouais, voilà, sinon, le fait de relayer, d'interpeller publiquement des élus, etc., ou de leur envoyer des mails, des courriers, ça peut aussi être une façon de s'engager. Après, peut-être en dehors de ces manifestations qui sont assez musclées et très réprimées, il y a quand même d'autres manifestations un peu plus calmes où je trouve les organisatrices et que ce soit les partis, les assos, les syndicats, devraient eux aussi jouer leur rôle et nous donner notre place, mettre en place un protocole pour qu'on soit là, en fait, qu'on soit visible. Par exemple, mettre en place des navettes. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de choses cette chose mise en place. Ouais. Mm. Vous sauriez aller en manif s'il y avait vraiment des paramètres d'accessibilité qui étaient mis par tous les organisatoristes et des syndicats, etc. Est-ce que vous y iriez? Ou c'est aussi la peur de la violence Parce que je trouve qu'il y a un peu les conséquences à la fois physiques, mais il y a aussi les conséquences d'une garde à vue qui peut à la fois avoir des conséquences sur la santé, mais aussi sur le portefeuille, quoi. Oui. Le fait de se prendre des amendes, si on est déjà très précaire, ça peut faire peur aussi, quoi. Tout à fait. Ouais, aujourd'hui, moi, c'est une question qui est difficile. Je suis pas sûre de pouvoir. Enfin, mon élan, ça serait de te dire, mais oui, évidemment. En vrai, je sais pas. Dans mon cas, tu vois, la question, elle se pose sur plein d'aspects, en mode combien de temps je vais le payer après dans mon corps, en fait, en termes d'énergie, de douleur, enfin voilà, ce genre de participation. Et le fait de dépenser autant d'énergie et de vivre un stress aussi grand, parce que même si ça se passe bien, il y a quand même du stress d'anticipation que ça pourrait pas si bien se passer que ça. Et ça, enfin voilà, ça a un coût qui est d'autant plus invisible après, en fait. Et en même temps, je me rends bien compte que ça participe de la stratégie aussi, en fait. Le fait qu'aujourd'hui, on ait peur d'aller en manif et qu'on ait peur d'aller faire une grève, qui est pourtant un droit constitutionnel, on ne devrait pas avoir peur de ça. Et on ne devrait pas avoir peur d'être dans la rue en plein jour. Ni la nuit d'ailleurs. Mais je me dis, merde. Mince. On t'a perdu, Nadia. Ça a coupé un petit peu, mais c'est revenu. Ça marche. Donc, je ne sais pas. Et toi, Lydie, du coup, si c'est ça, il y avait eu de réelles options d'accessibilité, etc., est-ce que tu irais en manif? Alors, si j'avais l'assurance, par exemple, là, ce type de manif hyper risqué, si par exemple je pouvais la faire dans un sorte de fourgon TPMR, oui, parce que je me sentirais protégée, mais sinon, non. Ayant la maladie des autres vers, c'est trop risqué sinon. Mais c'est vrai que oui, j'aimerais beaucoup qu'on ait notre place, même un peu en mode char, un peu fierté. En plus, il y a les invertis, donc je me dis qu'il y aurait tellement de choses à créer, je sais pas, mettre plein de paillettes sur un fourgon, enfin, je sais pas, Ouais, non, c'est clair. C'est clair, ça serait hyper stylé. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat soutenir les cagnottes des bars solidaires et des initiatives locales comme la Bulle
Île-de-France, je suppose, qui gère une garderie. Je sais pas pourquoi le bot a enlevé une partie de la phrase. Mais oui, c'est carrément une bonne idée. Et en fait, ça rejoint ce qu'on dit parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de care finalement, dans le milieu de la mobilisation, dans les manifs, etc. Et comprendre aussi que enfin, il y a le care à la fois des enfants, par exemple, avec les garderies, mais de prendre soin de façon générale de tout le monde. C'est aussi hyper important pour faire en sorte que ces mobilisations-là, elles n'excluent pas, quoi. Et en particulier les handicapés qui sont souvent carrément... Enfin, on pense pas du tout aux handicapés quand on prépare une manifestation, globalement. À part, maintenant, ça commence vraiment à changer, notamment dans les marches des fiertés, où c'est vraiment pensé très longtemps à l'avance, mais dans ce genre de mobilisation un peu plus, je sais pas, parfois un peu plus chaotique aussi, on va dire, c'est compliqué. Beaucoup on dit trop chouette, avec un moment de convivialité plus resserré, sans trop de bruit, de lumière, ouais. Notamment pour les personnes neuroatypiques. Tout à fait, ouais. Un peu le rêve, quoi. Oui, ça me fait penser aussi au travail qu'on fait là en ce moment, qui est pour l'instant pas encore visible, mais au niveau des dévalideuses, avec le travail sur le guide d'accessibilisation des événements. Je me dis qu'on a fait avec, en lien avec d'autres associations pour pouvoir justement donner un petit peu des guidelines un petit peu pour que plein d'associations, plein de collectifs puissent s'organiser pour inclure des personnes handies à tout, en fait. Souvent, voilà, j'ai un peu cette frustration en me disant, en fait, la voie, le chemin, c'est pas qu'il y ait des assos de personnes handies qui permettent une espèce d'entre-soi et de bulle dans les bulles. Mais c'est comment on peut participer à chaque échelle et à chaque mouvement en étant justement pris en compte et en ayant quelque chose qui nous permette de participer pleinement dès le départ, quoi. Totalement. Et moi, il y a une grosse question que je me pose, enfin, c'est pas directement en lien avec la mobilisation, mais là, au vu de la motion de censure qu'il y a eu contre Bayrou, on avait vu passer que sur la loi fin de vie, ça allait avoir des conséquences sur le calendrier aussi de comment ça allait se passer au Sénat. Je sais pas si vous avez vu passer plus d'infos là-dessus, parce que normalement, à partir de début octobre, il devait y avoir l'examen du texte au Sénat, et c'était un peu mal parti dans le sens où ils allaient très, très probablement le voter tel quel, quoi. Et du coup, je sais pas, vraiment pas à quand ça va déplacer cette échéance, parce que ça va aussi être un gros moment de mobilisation pour nous. Qu'on prévoit encore, mais maintenant c'est assez incertain, mais voilà, on prévoit de se mobiliser là-dessus, parce que c'est vraiment le gros sujet de l'année, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Comme ça nous laisse peut-être plus de temps pour nous organiser si c'est reporté. Il faut voir les choses du bon côté. C'est vrai. C'est vrai, parce que pendant l'été, on n'était pas trop la tête dans se mobiliser. Comment on se mobilise. Oui, et en même temps, pendant l'été, il s'est passé aussi des choses, en fait. Il y a vraiment eu... ce qui était intéressant, c'était aussi le fait qu'il y ait la réaction de l'ONU, en fait, et de l'organisation qui gère aussi la convention sur les droits la Convention internationale des droits des personnes handicapées, donc la CIDPH. Et en fait, ce texte, il va complètement à l'encontre de cette convention qui a été signée par la France en 2009. Donc l'ONU a fait un premier texte là en début d'été. Et ce qui a été intéressant, c'est justement avec les autres collectifs anti-validistes
Donc, on s'est rassemblés autour du FGA, donc du Front de gauche antivalidiste. Et notamment, il y a, voilà, on a pu faire une réponse et aller dans le, enfin, voilà, déjà donner des arguments en plus à l'ONU. Et quand on voit la réponse de la France à ce texte de l'ONU, ça a été vraiment pas du tout, enfin, vraiment nul, quoi. Vraiment, ouais. Si ça vous intéresse, vous pouvez, je vais vous mettre le site du FGA dans le chat. Et là, justement, par rapport à la dissolution du gouvernement, il n'y a pas eu de nouvelles au niveau du FGA, il n'y a pas eu de... Enfin, comme toi, tu es dedans, Nadia, non? Pas encore à jour. Ok. Pas à jour. Ouais, c'est vraiment l'incertitude totale, quoi, du coup. Ouais. Mais bon, il faudra se mobiliser dans tous les cas, c'est hyper important, quoi. Et ce qui est enfin voilà, je vous invite à aller regarder, fouiller un petit peu dans le site donc du Front de gauche antivalidiste. On donne énormément de liens vers du contenu qui donne beaucoup d'arguments justement par rapport à la loi fin de vie et par rapport au contexte dans lequel, à la fois dans lequel on est en France, mais aussi voir comment ça se passe dans les autres pays qui ont mis en place déjà ce genre de législation et de voir qu'en fait, il y a les dérives, elles arrivent à chaque fois et assez rapidement. Ouais. Et enfin, vu comment les mesures qui sont passées en ce moment vont carrément aussi dans le sens de taper sur les handicapés, les malades et les plus vulnérables, ça n'augure vraiment rien de bon, quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment une orientation eugéniste et je trouve que dans les médias, on n'en parle pas, en fait. On n'en parle pas assez. On nous a donné la parole au moment vraiment de la mobilisation avant le vote à l'Assemblée nationale, mais je vois pas beaucoup passer de choses sur cette casse sociale qui a suivi, casse du système de santé, de remboursement, etc. Donc, Non, mais je pense qu'il faut pas oublier aussi qu'il y a les Valides font beaucoup de projections et je pense que ça joue aussi sur le fait qu'ils craignent de devenir comme nous. Et c'est pour ça le lien n'est pas fait non plus, en fait. Enfin là, il y a quelques jours, j'ouvre mon LinkedIn et je vois, quoi, ce serait atroce de devenir handicapé sous un poste d'Audrey Enoch, qui est la première adjointe de Lyon, qui est en situation de handicap et opposée à la loi Fadi. Donc je me dis, on a quand même fait une bonne. J'aime pas le mot porte d'entrée, c'est très indélicat, mais quand même, si la première adjointe d'une grande ville comme Lyon est opposée à la loi fin de vie, je me dis, mine de rien, il y a quand même des graines anti-validistes qui sont semées dans les partis. Et vraiment, je fais un grand écart. Mais les municipales ont lieu en 2026 et vraiment, s'il y a des personnes handicapées qui nous écoutent, mais enfin, je vous invite vraiment à vous engager. Il y a des listes citoyennes et vraiment, c'est en intégrant les institutions, en étant élu et en intégrant un parti si vous en avez la force, parce que c'est pas simple, c'est très violent, mais et vraiment, je pense qu'il faut qu'on soit en masse à adhérer, à intégrer plutôt, à devenir élu, à être proche d'élus, de personnes qui prennent des décisions. Voilà, je pense que c'est aussi une stratégie à avoir. Pardon, j'ai fait un grand écart, mais Non, mais t'as raison. tac. Ouais. Je pense que ça fait partie de la participation, en fait. Ouais. Et peut-être ça fait partie des participations. Tu vois, on parlait de sécurité tout à l'heure. Peut-être que c'est plus safe d'aller d'être présent dans un conseil municipal ou autre, et que ça permet d'avoir un porte-voix différent, en fait, mais et tout aussi essentiel qu'en étant dans la rue. Ouais. Ah si, voilà, je fais le lien. Parce que justement, on est un peu pris pour des huluberlus à être opposés à cette loi. Et je pense que ça permet aussi de dire, ah bah oui, les militants anti-validistes, c'est pas des gens complètement irrationnels. Enfin, je pense aussi que ça permet
de casser ça aussi. Enfin, voilà, c'est une piste. Non, mais ce truc de l'irrationalité, pour moi, il y a vraiment la chronologie, elle est tellement énorme. Ça a été tellement rapide après le 27 mai, le fait de faire passer toutes ces choses sur la LDS, sur l'AME, etc. C'est clairement un. Ouais. On nous pousse littéralement dans notre tranchement et à l'extrême de l'invisibilisation, en fait. Dans le chat, il y a Morgane Moreau 84 qui nous dit en fait croire qu'il y a un droit de manifester, mais je crois que c'est plus vrai, d'où la violence, surtout avec le nouveau Premier ministre. Mais on a toujours le droit de manifester en France quand même, non? Non? Légalement. On n'a plus le droit de se rassembler. Normalement, si, en normalement, théorie. si. Voilà, en théorie. Mais du coup, la violence, pour moi, elle n'est pas due au fait que les gens bravent ils bravent même pas une interdiction vu que c'est légal. C'est juste que en fait, Macron et sa clique se sont rendus compte que ça marchait bien de taper sur les gens dans la rue pour qu'ils arrêtent de venir en manif. Et typiquement mon cas, hein, je suis allée aux manifs de la réforme des retraites à Paris, je me suis fait gazer plusieurs fois. Je me suis dit, ok, j'ai pas envie de perdre un œil ou j'ai déjà assez de problèmes de santé, quoi. Je peux pas me permettre de m'exposer à ça, à de la violence gratuite. Et depuis, j'y réfléchis vraiment à 2 fois si je veux aller manifester. Et ouais, c'est ça que tu voulais dire du coup. Donc, ouais, évidemment, c'est un gros problème, quoi. Surtout que effectivement, il y a aussi le fait que les personnes non blanches sont particulièrement prises pour cible. Et à côté de ça, par exemple, les minorités de genre, les personnes LGBTQIA+, sont aussi prises pour cible, et pas que par la police, mais par les groupes fascisants. Donc ouais, c'est vraiment un gros sujet, la violence aussi dans les manifestations. Je pense qu'on peut clairement pas le mettre de côté. Et je sais pas trop quoi rajouter, mais... Non, mais je pense que ça vient appuyer le fait qu'il faut qu'on... ma croyance, en tout cas, c'est qu'il faut qu'on puisse multiplier les espaces de visibilité, en fait. Et ça peut passer effectivement par le fait de s'investir en politique de manière locale, ou nationale ou autre. Ça peut être par les associations, ça peut être par l'art, le fait, si vous avez de quoi filmer, si vous avez de quoi écrire, le fait de pouvoir investir la culture aussi, c'est vraiment important. Moi, souvent en formation, je reviens sur les chiffres de l'ARCOM, mais les personnes handicapées représentent au bas mot 20% de la population. Et dans les représentations publiques, on est, à la télé, dans les médias, on est représenté à 0,7%. Et il faut voir quel 0,7%. C'est que dans ces représentations-là, il y a le Téléthon et il y a les Paralympiques. Donc, on est à la fois sur des représentations misérabilistes d'un côté et aussi des représentations de pornographie inspirationnelle. Et on a besoin d'autre chose. On a besoin d'être représenté pour ce qu'on est et de manière correcte. Et là, je pense qu'on est peut-être à un moment où on a plus de moyens d'expression, plus accessibles, et qui demandent peut-être, j'ose espérer, à avoir... ça demande peut-être moins de privilèges aujourd'hui d'accéder à une certaine exposition, ne serait-ce qu'avec avec les réseaux sociaux. Et, en tout cas, ça multiplie les possibilités d'action. Et je crois que ça fait partie des possibilités qui s'offrent à nous pour occuper un peu plus le terrain.
Après, il y a quand même, enfin, tu parlais de privilèges, je me permets de rebondir sur la classe, parce qu'effectivement, pour les artistes, par exemple, les résidences d'écriture, enfin, je parle du niveau parisien, francilien que je connais maintenant, et c'est vrai, il y a quand même un enjeu de classe, de réseau. Enfin, voilà, c'est pas tout le monde, par exemple, qui va se faire publier facilement un roman, même un essai, enfin. Il y a aussi les enjeux d'accessibilité pour les résidences d'écriture, en fait. Enfin, voilà, j'aime bien écrire. À un moment, je cherche à faire des ateliers d'écriture, ce genre de choses. Et souvent, ils se déroulent dans des lieux inaccessibles. Après, c'est peut-être à nous aussi de créer ces lieux-là. Mais c'est pas simple, en fait, quand il y a plusieurs oppressions qui se croisent. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mince, j'ai loupé Bah, ça reviendra. Non, c'est un très bon point parce que c'est vrai qu'il y a une personne qui disait que aussi les manifestations dans les dernières années ont finalement pas apporté grand-chose de changement parce qu'il y a toujours eu des 49-3 pour en fait des dénis de démocratie vraiment enfin absurdes quoi et donc je pense que c'est aussi un problème pour que les gens se disent ah bah tiens, je vais aller en manif pour que ça change parce que finalement ça n'a pas changé ces dernières années et qu'il faut trouver d'autres moyens aussi de militer Mm. et de contrer cette violence d'État. Et je voulais rebondir aussi sur le fait que le droit à manifester, du coup, il y avait des personnes dans le chat qui disaient que les manifs déclarées peuvent être interdites, mais les manifs non déclarées, on a quand même le droit d'y aller, il me semble. On a quand même le droit au rassemblement non violent, si je me trompe pas. Mais il y a eu aussi, sur les derniers mois, un énorme... comment dire? Vraiment une tombée de masse du gouvernement sur tous les gens qui parlaient de la Palestine Ah oui. et qui mettaient des drapeaux, notamment juste un drapeau sur le Tour de France, un drapeau palestinien. Les gens se sont fait arrêter hyper violemment. Euh, et du coup, sur Alors ce qu'à 10 mètres sujet-là, derrière, tu avais quelqu'un avec un drapeau américain et oui, personne ne voilà, l'entendait. Hein. c'est ça. Donc c'est vraiment de la censure et le Mm. fait de on peut pas dénoncer le colonialisme de la France, sa complicité avec le génocide, et ça touche à plein d'aspects de la vie. C'est pas que du coup sur la caste sociale actuellement, c'est aussi sur des enjeux internationaux Mm. et antiracistes et anticoloniaux. Et en fait, on n'a plus le droit de s'exprimer sur quoi que ce soit. Et c'est hyper grave et ça, enfin, il y a vraiment pour moi une dérive fasciste et enfin, honnêtement, là, on peut plus dire que c'est une dérive. C'est en fait, on est dans une ère politique fasciste avec Macron et depuis déjà quelques années et même depuis Hollande, ça avait commencé. Et enfin, il faut qu'on se mobilise contre ça et c'est vrai que pour les personnes handicapées, c'est encore plus d'enjeux de comment on milite. Est-ce qu'on fait ça Mm. exclusivement sur les réseaux? Est-ce que ça va finalement, au bout d'un moment, nous paraître dérisoire, pas nous suffire? Et c'est une vraie question, quoi, parce que il y a plein de sujets sur lesquels il faut taper sur le gouvernement. Bref, je voulais en tout cas parler voilà, de la complicité de la France dans le génocide Mm. palestinien et du fait qu'il faut continuer à se mobiliser sur ce sujet-là, quoi. Ouais, et puis dès qu'on en parle sur les réseaux, on est shadowban. Là, je vois, dès que je partage une story sur le sujet, bam. Et aussi, je sais pas si vous avez vu les images au Royaume-Uni de militants handi enfin, avec des pancartes en soutien à la Palestine qui ont été arrêtés aussi. Ça, Ouais, c'est des images qui sont aussi assez glaçantes. Mhm. tout à fait. Si ça n'aboutit pas à des démissions ni des réformes qu'on exige, ça me semble plus exact de penser que les manifs ne servent à rien. Alors, que ne servent à rien et n'ont pas de conséquences. Donc même si ça n'aboutit à rien, oui, effectivement, bien sûr que c'est aussi montrer qu'en fait, on n'est pas content, quoi. Mm. Euh,
c'est important aussi, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça peut être un peu décourageant. Enfin, je sais que pour moi, ça m'a quand même assez découragée dernièrement sur le fait d'aller Mm. en manif, quoi. Euh, Non, pour moi, le point, il est plus sur le fait de multiplier comment dire, les manières d'agir, en fait. Et que justement, si on est confronté au fait, à la frustration de ne pas pouvoir aller en manif pour des raisons X ou Y, de se dire, en fait, il y a 1000 autres manières de faire entendre sa voix. Et peut-être, enfin voilà, l'idée de l'importance, c'est de pouvoir faire entendre sa voix et qu'on peut être créatif pour ça. Mm. Euh, et notamment, enfin voilà, l'une des formes de cette créativité, c'est c'est ce qu'on propose ce soir sur Twitch. Et voilà, ça peut prendre plein de formes, encore une fois, par le care, enfin voilà, envoyer de l'énergie de plein de manières, quoi. Soit mm. par la voix, soit par le care, soit par l'argent, en fonction des possibilités de chacun, chacune. Et puis, on peut aussi sensibiliser les personnes qui peuvent y aller. Oui, Par exemple, là, je suis encore la seule de mon service au travail à être en grève, même si je manifeste pas, mais je tiens à faire grève quand même de chez moi. Et je me dis, ça peut passer. Enfin, moi, j'essaye, hein, alors que c'est pas hyper réglo des fois en tant que fonctionnaire, mais bon, sur les pauses déj, j'essaye de sensibiliser les collègues sur ces enjeux-là parce que enfin, il y a les syndicats ont de moins en moins de poids. Enfin, il y a des dizaines d'années, les gens étaient davantage syndiqués. Donc, je pense qu'aussi on peut jouer ce rôle-là un peu d'éducation des nos amis, collègues, familles, amoureux, amoureuses euh, n- non handis, quoi. Et, et ça fait partie des actions possibles, le fait de se ouais, syndiquer justement, et ouais. ça permet de donner plus de poids. Mm. Justement, et comme tu le dis, c'est quelque chose qui a perdu beaucoup en force en France, là où au contraire dans d'autres pays, les syndicats ont beaucoup de poids. Enfin voilà, il y a aussi l'une des manières d'avoir du poids, ça peut être aussi ça. Et puis, on sait que certains syndicats sont assez validistes, donc c'est bien d'infiltrer Mhm. aussi ces syndicats-là. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, Nadia, tu parlais pas pour les indépendants, parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui doivent avoir recours à l'auto-entrepreneuriat parce qu'elles n'ont pas accès au milieu du travail comme tout le monde, et voilà, au salariat. Et du coup, bah, c'est plus compliqué de se mobiliser sur une syndicalisation, par exemple. Mais je crois que toi, tu parlais d'un syndicat spécifique. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il existe des syndicats professionnels, en fait. Et du coup, ben, moi, dans ma profession qui est sexologue, on a un syndicat des sexologues. Euh, et en fait, ça peut être une possibilité parmi d'autres de se faire entendre. Et là aussi, enfin, voilà, et avec en plus des revendications spécifiques. Mais c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, en tant qu'indépendant et indépendante, c'est compliqué, enfin, justement ce type de situation, là aussi, de se dire comment je participe. Moi, à titre personnel, je me posais vraiment la question, mais comme ont dû se poser cette question tous les soignants, soignantes, de se dire, ben voilà, sous quelle forme je peux faire entendre ma participation sans, sans mettre en danger des personnes, quoi, ou sans mettre en péril des accompagnements. Bon, moi, dans mon métier, c'est rarement des questions de vie ou de mort, mais ça reste quand même enfin, voilà, du thérapeutique et du lien dont il faut prendre soin, et des personnes dont il faut prendre soin. Et moi, je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que je fais de, de mes accompagnements d'aujourd'hui, quoi. Mm. Et, et, euh, et donc, je parle même pas pour les personnes qui bossent à l'hôpital. Enfin, voilà, là aussi, des différentes créativités, de se dire, bah voilà, peut-être la grève, elle peut prendre la forme de faire la grève de l'administratif, elle peut Mm. prendre voilà, plein de formes différentes qui Ouais. permettent de pas mettre des personnes en plus dans des situations difficiles. Ouais. Je change complètement de sujet, mais j'ai pensé à quelque chose. C'est un peu la rentrée en ce moment.
Et je pense que c'est important aussi de parler de la façon dont les AESH, donc les personnes qui accompagnent les élèves, sont aussi victimes de cette casse sociale depuis des années sur la précarisation de leurs emplois, sur le fait qu'elles sont salariées, enfin que leurs salaires sont très très bas, et que tout ce système favorise l'institutionnalisation des enfants, au contraire d'inclure tous les enfants finalement dans les classes, tous ensemble. Et, euh, et c'est hyper dramatique et j'ai l'impression qu'à toutes les rentrées, ça s'empire. Je sais pas si vous voulez en parler aussi. Ouais, bah, tout à fait. Moi, je trouve que c'est l'un des pires marronniers, en fait. C'est Mm. tous les ans, il y a ce truc de, ah ben, à cette rentrée, il y a tant de milliers d'enfants qui n'ont pas encore leur AESH. Et je trouve ça assez terrible parce qu'il y a aussi une forme, je trouve, d'habituation, en fait. On s'habitue à ce que, enfin, genre, c'est normal, en fait. Et ben non, c'est pas normal du tout. D'autant plus que c'est tout à fait prévisible. Euh, on sait, on connaît les besoins. De manière générale, en termes de santé, en matière d'éducation, on connaît les besoins et donc c'est d'autant plus. Enfin, je trouve ça immoral complètement et non éthique et malveillant en fait de mettre les personnes dans ces situations. Et là, en l'occurrence, de mettre à la fois les enfants dans des situations terribles, mais aussi ces professionnels dont le travail est vraiment primordial. Et ouais, en France, sur l'accueil des enfants handicapés, encore une fois, je reviens à cette convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Mais la France, en signant cette convention, s'est engagée à la désinstitutionnalisation Mm. depuis 2009. Et c'est pas du tout le chemin qu'on prend. Et alors là, pour le coup, désolée pour les syndicats, mais moi, je vais être gentille, je vais dire ça m'agace fortement. Ça me met très en colère en fait de voir qu'il y a encore aujourd'hui certains syndicats qui vont militer par rapport à la violence et enfin aussi à la difficulté des situations dans lesquelles sont mis les enseignants et les enfants, vont militer pour qu'il y ait plus de places ouvertes en institution, alors que c'est absolument pas le chemin. Et que face à cette violence, la réponse, c'est embaucher plus de profs, embaucher plus d'AESH, embaucher plus de personnes. Et mieux traiter les profs aussi. Ouais, mieux traiter les profs, avoir des meilleurs salaires, enfin voilà, que les personnes. Enfin, c'est toute une file en fait de violence. C'est quand on fait violence aux professionnels, enfin, que ce soit les profs, les médecins, les infirmières et autres. Après, il y a une cascade des violences en fait. Mm. Moi, c'est le seul ruissellement dont j'ai été témoin, c'est celui-là. C'est le ruissellement de la violence en fait. Ouais. Non, Et à la fin, c'est les mêmes personnes qui trinquent. C'est voilà. les personnes les plus vulnérables en bobine qui se prennent dans la gueule. Quoi. Et je me permets d'ajouter une petite chose aussi. Une chose qui serait à faire, ce serait aussi de transférer le médico-social au niveau de l'éducation nationale. Au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire il y a plein de professionnels qui travaillent au sein des services et établissements médico-sociaux. Et vraiment, enfin, j'en parlais dans le cadre du travail avec enfin, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'il y a de plus en plus de professionnels du médico-social qui commencent à parler de désinstitutionnalisation, de droit à l'expérimentation. Donc, je pense qu'on a quand même aussi enfin, il faut être un peu optimiste, on a des raisons de l'être. Et donc, je me souviens, oui, d'une réunion avec une personne qui disait, ah, mais au Canada, c'est ce qui s'est fait. On a transféré, en fait, les moyens humains du médico-social dans les écoles parce qu'effectivement, il y a des enfants pour qui un ou une seule AESH n'est pas suffisant. Donc, il faut un accompagnement beaucoup plus renforcé. Mais ça me semble possible à condition de transférer et que de permettre un véritable vivre ensemble dans ce cas-là. Ouais, des classes plus petites. Enfin, voilà, il y a, en France, je crois qu'on est le deuxième pire pays en Europe en termes de nombre d'enfants dans les classes. Il y a aussi beaucoup trop d'heures de cours. Ouais. Ils sont épuisés, les gosses. Il y a des gosses en burn-out, quoi. Enfin, c'est quand même...
c'est pas possible, quoi. Il y a beaucoup Mm. d'autres pays européens où ils ont les après-midi de libre, ils ont beaucoup plus de temps de loisirs ou de sport à l'école. Et en France, c'est vraiment... ouais, je pense que c'est horrible. Enfin, Oui. bref. Mais du coup, comme on parlait d'institutionnalisation des enfants, ça m'a fait penser aussi, là, dans le contexte de mobilisation sociale, aux personnes qui travaillent dans les ESAT, Ouais. qui sont pas, enfin, qui sont des institutions en fait de travail hors milieu ordinaire, qui Mhm. sont considérées, si je me trompe pas, comme des lieux de soins ouais, c'est ça, des lieux de soins où on travaille pour un demi-SMIC et avec des RTT diminués. Et je crois qu'il y a jusqu'à peu, ils n'avaient pas le droit de se syndiquer dans Mm. les ESAT. Et c'est un peu les grands oubliés aussi des luttes sociales. Euh, et on n'en parle pas assez. Je trouve que dans les milieux militants de gauche, on ne parle pas assez Mhm. de toutes ces personnes qui sont coincées dans des ESAT et qui Mm. sont en fait des esclaves, quoi. Donc, Mais là encore, en termes d'invisibilisation, on est vraiment au max avec, avec les ESAT. Enfin, et ESAT plus foyer d'hébergement, etc. Et tous ces USMS qui vont avec. Où en fait, la plupart du temps, c'est dans les endroits les moins chers, en fait. Donc, la plupart du temps en périphérie des villes. Enfin, moi, dans ma région, il y a plein d'ESAT et de foyers qui sont dans des zones industrielles ou des choses comme ça. Et c'est assez terrible, en fait, comme environnement. Et du coup, c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans, dans la vie et du coup, peu visibles, justement. Et avec en plus des fonctionnements assez retors, en fait, entre les foyers d'hébergement et les ESAT, qui sont très souvent, qui font partie des mêmes associations ou des mêmes blocs et enfin des mêmes structures médico-sociales, avec Mm. souvent des formes de contrôle, en fait, pour favoriser la performance au travail de la personne. Enfin, voilà, des systèmes où on va contraindre la personne, on va lui prendre son téléphone portable, par exemple, pour pas qu'elle joue sur les jeux vidéo après 22 heures, ou empêcher des relations amoureuses ou relations sexuelles, pour favoriser le bon sommeil de la personne, pour qu'elle puisse être productive le lendemain au travail. Moi, c'est Mm. des choses que je vois dans mon travail, quoi. quelle horreur. Et c'est vraiment des situations avec une ingérence, mais tellement énorme, euh, qu'on ne se rend pas du tout compte. En Mm. fait. On n'a pas du tout idée, sans aller mettre un pied dans ce type d'établissement, on n'a pas idée de ce qui s'y passe. Et, et avec une grande normalisation de plein de comportements sous couvert de protection, mais en fait, sans laisser les personnes utiliser leur autodétermination, en fait. Mm. Et, et la possibilité de faire des erreurs, de prendre des risques, de faire des choix. Alors que bah, justement, la plupart des associations se targuent de défendre l'autodétermination, mais absolument pas. Dans beaucoup de cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas partout, évidemment. Il y a des exceptions, mais ça reste vraiment mince. Et Mm. encore une fois, je rappelle, l'engagement de la France depuis 2009, c'est la désinstitutionnalisation. Ouais, ben, effectivement, on est toujours considérés comme des grands enfants. J'ai une très proche amie aussi qui travaille dans le médico-social. Et toutes les deux, en fait, on remarque que c'est un des milieux les plus validistes qui soit. Même nous, en tant que professionnels, cadres, en fait, même nous, on est infantilisés parfois en tant que professionnels. Et même si, comme je disais tout à l'heure, il y a des petites avancées quand même, ce qui est assez horrible, c'est que même il y a pas mal de, enfin, pour en revenir aux ESAT,
Moi, j'ai souvent entendu des associations ou même des partis, des fois, pour se valoriser, dire oh, on a eu recours à un ESAT pour le traiteur. Et en fait, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas entendable de dire on arrête les ESAT. Parce que vraiment, il y a toute cette image hyper du gentil handicapé à qui on donne une chance. Enfin, quand et je trouve que c'est très 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 difficile à déconstruire dans les représentations. Et il faut dire que oui, les travailleurs d'ESAT ne sont pas protégés par le Code du travail. C'est vraiment le Code de l'action sociale et des familles qui régit en fait les règles des ESAT. Et ce qui me met encore plus en colère, on peut le lire dans le livre de Thibaut Petit qui a écrit Handicap à vendre, que en fait, à la base, les ESAT ont été créé pour proposer un accompagnement médico-éducatif aux personnes. Et plus ça va, plus les ESAT sélectionnent des travailleurs rentables qui ont une rentabilité qui s'approche de celle des personnes dites valides. Donc c'est encore plus hypocrite et moi ça me met encore plus en colère en fait. Enfin, par exemple, les personnes trisomiques enfin, leurs candidatures vont être rejetées sous prétexte qu'elles sont pas assez rentables et ils vont plutôt privilégier, enfin, c'est dans le livre, vous pouvez le lire, des personnes qui ont plutôt des problématiques sociales aussi. Enfin, voilà, moi, ça me met en colère, vraiment. Ouais. Oui, donc c'est effectivement, c'est même pas le code du travail, donc enfin, je trouve que c'est un énorme angle mort de beaucoup de syndicats et de beaucoup de militants de gauche. Enfin, je sais pas, il faut se renseigner dessus et il faut qu'on continue à en parler et qu'on en parle beaucoup et que ça sorte vraiment, quoi, pour que les gens s'en rendent compte parce qu'il y a tellement de gens qui soupçonnent absolument pas ce qui se passe et comment ces travailleurs sont traités. Et comme tu disais, qui se rengorgent d'acheter des produits où il y a écrit que ça a été empaqueté en ESAT, etc. Euh, donc ça, c'est aussi un gros axe quoi, de militantisme qu'il faut qu'on pousse, mais qui fait totalement partie de toute l'action sur la désinstitutionnalisation qu'on tient depuis de nombreux mois sur Instagram notamment. Donc ouais, un gros chantier. Mm. Et j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, qu'on nous écoute pas. Enfin, encore une fois, qu'on est vu comme des huluberlus quand on parle de des institutionnalisations ou même sur les ESAT, on nous dit ah mais vous racontez n'importe quoi, vous inventez. Alors que quand, je sais pas vous, quand vous faites des formations, enfin en fait avec les dévalideuses, on propose des formations des fois à des collectifs. Et enfin moi, dès que je parle des ESAT, les gens sont choqués, ils sont là ah ouais. Mm. Enfin la dernière fois, il y a même une personne qui était en pleurs. Enfin, ouais, c'est. Ouais. Personne ne sait ce qui se passe en fait. Mm, Mais enfin, comme dans les institutions au sens large, toutes les mm, maltraitances qu'il y a, y compris sur des mineurs, la façon dont les personnes sont ségrégées, dont leur quotidien est hyper cadré, qu'elles n'ont pas de liberté. Donc une liberté, en fait, bah, c'est pas su. mm, Oui, et puis le traitement, encore une fois, je reviens sur le traitement médiatique, mais la différence de traitement médiatique qu'on subit, j'en ai pris la mesure il y a quelques temps. J'étais à un événement où il y avait une super journaliste qui était là, et la personne qui introduisait et justement qui présentait cette scène demandait au public voilà, quelles sont les grandes affaires dont vous avez entendu parler ces temps-ci. Et donc, voilà, il y a plein de noms d'affaires qui sortaient. Évidemment, l'affaire de Pellico en premier lieu, et puis, enfin voilà, plein d'affaires qui sortaient. Je me suis autorisée à dire l'affaire Le Squarneck. Et là, je vois personne ne réagit. Et
personne ne sait de quoi je suis en train de parler, alors que pour moi, c'est vraiment un truc énorme, et pas que pour moi. Enfin, je veux dire, objectivement, c'est une affaire gigantesque. Et dans cette assemblée de 500 personnes, personne ne savait de quoi je parlais. Ah et oui. la journaliste a dû expliquer en mode, elle a eu pitié de moi aussi, un petit peu en mode, non, ouais, vous avez raison, c'est un vrai truc, c'est pas que dans votre tête. Et c'était vraiment, enfin, pour moi, ça a été terrible de me rendre compte à quel point c'était pas du tout imprimé dans la tête du public, en fait, comme quelque chose d'important et de terrible. Donc, pour recontextualiser ici, donc l'affaire Le Squarneck, c'est ce chirurgien qui a commis des violences sexuelles sur plus de 300 personnes. Il y a eu, je crois, 299 plaignants lors de son procès, avec enfin, voilà, des personnes allant de quelques mois jusqu'à des personnes de plus de 70 ans. La moyenne d'âge des victimes étant 11 ans. C'est énormissime. Et le fait que, pour le coup, j'ai pas l'impression que ça a été invisibilisé, mais en tout cas, ça n'a pas du tout eu la même couverture médiatique que d'autres affaires. Et là, on est vraiment sur à la fois comment dire, ouais, on est vraiment à la fois sur de l'agisme, enfin voilà, les violences faites aux enfants, on n'en parle pas autant, et du validisme, les violences faites aux personnes handicapées, on n'en parle pas. Et l'addition de tout ça fait qu'au final, ça n'imprime pas les esprits du grand public, l'esprit du grand public. Et, ouais. Bah, tu vois, moi-même, je connaissais l'affaire, mais je connaissais pas le nom. Je savais les tenants un peu de l'affaire, mais je connaissais pas du tout le nom. Alors que l'affaire Pellico, bah, ça, tout de suite, on sait. Donc ouais, je vois totalement de quoi tu parles. Et ouais, c'est aussi parce que nos collectifs, les collectifs autour desquels on gravite, c'est-à-dire les collectifs queer féministes, ne se sont pas du tout emparés de ce sujet-là aussi. Quand on parle de violence médicale des jeunes, des enfants handicapés, ça parle à personne en fait. Ça émeut pas grand monde. Ouais. Bah, c'est comme la couverture médiatique. Vas-y, Nadia. Non, je disais encore une fois, c'est caché. Ça se passe, voilà, ça se passe dans les hôpitaux, ça se passe. Et je peux imaginer que les gens se sentent pas concernés en disant, ah ben c'est bon, c'est pas nous, pas ma famille, pas mon enfant. Et je trouve ça terrible en fait, parce que, enfin, on n'a pas besoin de se sentir directement concerné pour pouvoir vivre de l'empathie et de la delphité, quoi. Et on peut réagir sans forcément se sentir directement concerné. Ouais, et je voulais mettre ça en parallèle avec la façon dont on met sur des plateformes médiatiques des personnes comme des mères qui tuent leurs enfants handicapés et qu'on leur donne la parole et sans du tout remettre en question leur acte. Et enfin, c'est purement validiste en fait, mais le public en fait va plus regarder ce genre de contenu que des choses où on respecte en fait les personnes handicapées, et en particulier les enfants handicapés, et on n'a pas une vision eugéniste, quoi. Enfin, et ça, c'est tellement scandaleux. Et ouais, pour moi, il y a un vrai enjeu, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On a un vrai enjeu, je pense, dans les luttes validistes, à prendre en main la narration. Parce qu'en fait, en tant que personne handi, en tant que personne ayant été, enfin moi, si je parle de moi, ayant passé une bonne partie de mon enfance à l'hôpital et tout ça, il y a vraiment ce côté où l'histoire de ma vie et la narration, à titre individuel, mais aussi à titre, aussi au niveau de la population handi. Mais si je reviens sur l'individuel,
la narration, elle a appartenu en premier lieu aux médecins et à mes parents et avec, en plus cette forme d'enfance, sans fin au niveau social. Et il y a un vrai enjeu à se réapproprier nos narrations et raconter, nos histoires avec, notre spectre et sans passer par le valid gaze, quoi. Mmh. Ce truc, enfin pour moi, ce truc au cinéma du male gaze, on le vit aussi, en tant qu'handi avec un valid gaze où, enfin j'en peux plus des films, qui montrent cette perspective valide, en fait, pour raconter les vies des personnes handies. J'ai besoin que les vies des personnes handies soient racontées avec, nos nos mots et nos yeux, quoi. Mmh. Ouais. Enfin, le cinéma français brille par ces exemples de mauvaise narration. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de travail parce que quand il y a de la représentation, elle est pas bien faite en fait. Je crois juste avoir vu passer que le film qui est sorti cet été sur une femme autiste, je sais plus comment il s'appelle. Différente. Apparemment, il était pas trop mal en termes de représentation. Mais je l'ai pas vu moi. Mais enfin, quand on compare ça avec tous les films catastrophiques qu'il y a eu l'année d'avant, bah voilà, le ratio il est pas bon quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage aussi à vous à raconter vos histoires, à les diffuser. Aussi, vous pouvez nous écrire en nous proposant des billets de blog. On a un blog qui est ouvert, donc n'hésitez pas à faire ça. C'est important de diffuser la parole des personnes handicapées. Pour tout le monde, quoi. On n'a pas besoin d'être dans une asso et voilà, de faire du militantisme là-dessus. Chacun peut raconter son histoire, son vécu et c'est important. Ah, et en parlant de, ça me fait penser le fonds Frida, qui est un fonds dédié aux artistes handis. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce qu'ils donnent des sous. Enfin, c'est un sorte d'appel à projet, je crois, il faut vérifier. Mais allez voir, ça peut être une piste si vous avez un projet à faire financer. Frida. Je regarde. C'est Diane Maroger qui est une de nos adhérentes et qui avait participé à un live Twitch avec Nadia qui est aux manettes de ce fonds. Ouais. Donc, Diane Maroger qui est réalisatrice et justement, si vous avez l'opportunité d'aller regarder un petit peu sur YouTube, elle a fait des films particulièrement importants justement sur les voix des personnes handies et notamment sur les violences sexistes et sexuelles. Maternité interdite, oui, sur les stérilisations forcées d'une femme. C'est Diane Maroger, c'est ça? Maroger. À chaque fois, je me trompe, j'intervertis les deux voyelles et souris. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est le bon site. Diane Maroger. Ok, voilà, j'ai mis dans le chat les infos aussi. On va s'approcher bientôt de la fin du live. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous vouliez encore aborder ou Ah, il y a quelqu'un qui a une question. Avez-vous déjà étudié les représentations des personnes handies dans les jeux vidéo? On a fait j'avais animé un stream là-dessus. Il y a quelques temps déjà, il est sur notre chaîne YouTube. Bien sûr, j'ai pas pu couvrir tous les jeux vidéo, mais on avait parlé de mauvaises représentations et de bonnes représentations dans les jeux vidéo. Et sinon, sur ma chaîne perso, je fais des tests d'accessibilité, mais je parle aussi un petit peu de représentation s'il y en a dans le jeu, quoi. Donc, pas dans tous les jeux, mais ça arrive de temps en temps. Et c'est vrai que c'est aussi un média qui touche beaucoup de monde et c'est important, je pense, de sensibiliser les personnes qui écrivent des jeux vidéo comme en fait toutes les autres sortes de médias parce que ça peut vraiment toucher un public large et il y a tellement d'opportunités, je pense, avec le côté ludique du jeu qui sont pas forcément présentes dans un livre ou dans un film, de représentation qui soient bonnes et qui soient fidèles à la réalité. Donc en tout cas, pour moi, c'est un sujet important parce que le loisir, c'est aussi politique et voilà. J'ai fini ma tirade. Vas-y.
Ouais, d'ailleurs, je rebondis là-dessus et en direct, alors que je ne t'en ai pas parlé avant, Ok. je me permets de faire une proposition et ça fait quelques mois que j'y pense. J'aimerais bien sur cette chaîne, justement, proposer, alors pas sur le jeu vidéo, mais sur les fictions, sur les séries et sur les films, Ah, ça serait trop bien. proposer quelque chose sur les représentations des personnes handies. Ouais. J'ai beaucoup à dire là-dessus Ah et ouais. notamment, j'ai été tellement choquée et en colère par l'adaptation, la réadaptation de Dragon, How to Train Your Dragon, qui était un merveilleux, enfin une suite de 3 merveilleux, je trouve, films d'animation avec des dizaines de représentations vraiment très chouettes de personnages handis. Et, et le fait que ça se. Enfin voilà, et c'était. Je le trouvais parfait, moi, ce film d'animation, pratiquement. Euh, et le fait d'en avoir fait un film et de faire pratiquement que du creeping up, et donc d'avoir toute cette dizaine de personnages handis figurés pratiquement exclusivement par des actrices valides, ça a été un vrai crève-cœur pour moi. Ça a été assez atroce de me dire waouh, je perds un. Enfin, ça a perverti quelque part tout un pan de ma culture creep. Et ouais, on a besoin d'une vraie creep culture. Donc voilà. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien savoir. Enfin voilà, les personnes qui sont connectées aujourd'hui sur le chat, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, et voilà, moi, j'aurais trop envie, en tout cas, de pouvoir proposer quelque chose comme ça. Je pense que ça serait un banger, en fait. J'ai trop hâte de voir ça. Juste, c'est hyper important. Il faut qu'il y ait ce contenu qui soit sur Internet. Et tu vois, quitte à le faire en live, pouvoir discuter avec les gens et qu'on le mette sur notre chaîne YouTube pour Ouais, qu'il y ait des références qui soient sur YouTube, ça serait vraiment vachement bien. trop bien. Ben ouais, je m'y engage. Super. Et là, je cherche parce que j'avais vu. Ah, voilà. Il y a une personne handi qui avait fait une vidéo de 31 minutes sur YouTube sur handicap et cinéma, justement sur les représentations. Je sais pas si vous l'avez vu. Le compte, c'est On se laisse la nuit. Et je Oui, trouvais qu'il était Ok. vraiment pas mal. Je vais aller très bien. regarder Mm. pour mettre le lien. Très, très chouette. On se laisse la nuit. Ouais, c'est son Mais là, compte. Et le titre de la vidéo, c'est Handicap et cinéma. Handicap et cinéma. Ouais, je l'ai trouvé. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Parce qu'en fait, vous pouvez pas mettre de lien, vous. Vous avez pas les autorisations. Hop là, voilà, je l'ai mis là. C'est super, merci pour les références. J'irai regarder moi aussi. Ouais, en tout cas, des très bonnes pistes. Et ouais, je pense que cette analyse médiatique de la représentation, c'est aussi très important. Parce que ouais. peut-être que des personnes qui font ce métier-là vont tomber dessus et vont se dire ah tiens, mais en fait, j'ai des biais validistes et ça serait bien que je change. Donc, une super perspective, vraiment. Et puis peut-être pour reboucler aussi avec tout ce qu'on s'est dit ce soir, il y a vraiment aussi, on peut parler peut-être du livre de Pierre Hakan et de Charlotte Puiseux, qui vient de sortir la semaine dernière et qui est vraiment particulièrement important par rapport à tout ce qu'on a dit sur les questions de casse sociale, de violence d'État validiste. Et donc, voilà, c'est un livre important qui s'appelle Plutôt vivre, là où justement ce qu'on entend beaucoup quand des personnes viennent vers nous en disant ah non, mais plutôt mourir que d'être handicapé, plutôt mourir. Toi, je trouve que vraiment dans ce titre de Plutôt vivre, elles ont vraiment, enfin, dans le titre et dans le contenu, le bouquin est vraiment excellent, avec une analyse à la fois, enfin voilà, sociopolitique, on va dire, des mécaniques de validisme croisées avec les mécanismes de racisme, de sexisme et de capitalisme. C'est
C'est vraiment très, très chouette. Je vous invite à lire ça. Tu l'as terminé? Presque. Waouh! Moi, j'attends la soirée de lancement pour l'acheter. Mais Ah, j'ai un peu trop hâte. Mais je me dis, comme ça, je peux avoir une dédicace de Charlotte et de Chiara. Ça serait trop bien. Et d'ailleurs, la soirée de lancement, c'est le 24 septembre à Béton Salon dans le 13e. Béton Salon à Paris. ouais. Mm. Et puis, donc, il y a Techmes qui dit j'ai voulu le commander chez mes libraires, mais il n'était plus dispo. Effectivement, victime de son succès, moi, j'ai eu le même souci alors que je l'avais précommandé il y a très, très longtemps. Et en fait, il était déjà en réimpression. Donc, très bonne nouvelle. Et franchement, si le validisme peut avoir de plus en plus faire de plus en plus de bruit, c'est une très bonne nouvelle. Et oui, si vous pouvez, si vous êtes en région parisienne, venez le 24. Parce que je constate que souvent les événements, quand il est question d'antivalidisme, il y a peu de monde. Donc vraiment, venez si vous pouvez. Moi, ça m'avait choqué, c'était quand Charlotte était intervenue, elle avait été invitée par... comment elle s'appelle cette journaliste blonde là qui est... non, oh là là, je perds le nom. Qui faisait au carreau du temple, ça vous... Ah, alors Lauren Bastide, voilà. Et du coup, c'était la rencontre avec Charlotte, c'était celle où il y avait eu le moins de monde. Donc, vraiment, venez. Ouais, ça va être chouette, je pense. Oui, on a hâte. Ok, bah ouais, je sais pas si on peut revenir rapidement sur les façons de se mobiliser qui sont pas de pas aller en manifestation pour la mobilisation là, de ce mois-ci. On a parlé du fait de se syndiquer, on a parlé du fait de participer à des caisses de grève, le fait d'interpeller des élus, des personnes avec de l'autorité politique de toutes sortes, on va dire, sur les réseaux, par mail, par lettre. Relayer ce qui se passe, je pense notamment relayer aussi les violences policières, ça peut être une façon de lutter contre cette normalisation des violences d'État. Faire du care Ouais. aussi, le fait de pouvoir contribuer, par exemple, des gardes d'enfants, par exemple, le fait de contribuer tu l'as dit, les caisses de grève. Même pouvoir proposer des services à des personnes qui vont en manifestation, sinon on ne peut pas y aller. Donc, par exemple, faire de la garde d'enfants ou des choses toutes simples comme ça. Faire de la cuisine. Voilà. C'est ça. Relayer les discours militants sur les réseaux aussi et voilà, s'impliquer, quoi. S'impliquer différemment que par la manif dans la rue, mais s'impliquer quand même. Et je pense qu'on a fait le tour. Oh, en parlant de représentation, on n'a pas parlé de la soirée Crip and Queer. C'est vrai. On avait, et du coup, peut-être aussi si vous organisez des événements, booker des artistes Crip. Enfin, voilà, je viens de... Ouais, non, mais vachement intéressant. Et je pense qu'il faudrait qu'on... Enfin, on peut pas faire des listes. Je crois qu'on peut pas publier des listes de personnes. Non, c'est interdit. Parce que ça pourrait être bien d'avoir un peu un répertoire d'artistes crip et queer en plus que les gens pourraient solliciter. Mais je crois que c'est interdit. Peut-être que je me trompe, mais... Pas mal. Okay. Une nouvelle annuaire de l'association No State. Ah oui. Oh, trop bien. Je connais pas cette association. Ah, leur compte Insta et leurs publications, elles sont très très chouettes. Je sais pas si tu connais pas Nadia non plus. Non. C'est hyper pédagogique et tout. Enfin, c'est trop bien. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais me noter ça, ouais. Ah bah, je vais mettre le lien vers l'Instagram dans le chat. Hop. Et je me permets aussi de vous mettre dans le chat des liens vers des possibilités de soutien pour les Palestiniens. Le premier lien, c'est quelque chose où on peut aller cliquer pour faire un don. Ah bah tiens, ça marche pas. Ah oui, on peut pas cliquer là. Mince. Pour faire un don gratuit.
on va dire, en cliquant sur un bouton, ça donne de l'argent à la cause. Alors c'est arabe.org, mais je sais pas pourquoi là le lien ne marche pas. Bon. Mais Même ça marche Twitch, chez moi. Ah non, on il est marche pas. censuré. Non, t'as raison. Ouais. Et sinon, c'est Gazaphone, c'est des cagnottes vérifiées. Le deuxième lien, celui-là, il fonctionne. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a les petites flèches, peut-être ça au niveau du lien. En fait, à chaque fois, Bah, tu mets une petite flèche devant, c'est pas ça qui... non, parce que c'est des messages Non. automatiques qui sont Ah, intégrés dans d'accord, ok. mon truc et je le fais tout le C'est temps. l'erreur 403, ça vient de plus haut. Ah Ça vient merde, d'accord. Ok, bon, Ah. bah j'espère que ça n'a pas été arrêté, quoi. Mais voilà, je vous invite à regarder les cagnottes à donner si vous pouvez. Et puis voilà, on va s'arrêter là, nous. Merci beaucoup à vous deux, Nadia et Lydie, d'être venues parler sur la chaîne Twitch. C'était cool en fait, à chaque fois, il y a des personnes différentes et c'est à chaque fois, ouais, du coup, un peu une expérience différente pour moi aussi parce que les échanges sont pas forcément pareils suivant les personnes dans la cordo et c'est toujours trop cool de découvrir des dynamiques différentes comme ça. Et Merci j'arrive à la beaucoup à fin. toi, Clem, en tout cas, vraiment d'avoir hosté avec de main de maître. Ah ouais, merci beaucoup. Non, merci à vous. Et j'espère que vous êtes plus détendus maintenant qu'au début, c'est bon. Ah, mais j'avais même pris des notes et tout. Ah ouais, mais t'es trop sérieuse. Non, mais c'est bien. Hein. On voit, il y a de la dédication. Et merci à tout le monde dans le chat d'avoir participé et d'avoir échangé avec nous. C'est toujours un plaisir de voir, de participer, de répondre à vos questions et tout ça. Et merci aussi aux personnes qui ont follow pendant le live. Et pour le soutien, que ce soit par les adhésions, par le relais sur les réseaux ou juste le fait de venir comme ça sur les lives, ça nous fait toujours très plaisir. Voilà. Bon, et ben je vais vous mettre le petit générique de fin et on se voit bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.